Salut, c'est Laurent et bienvenue dans le blog Investir Expat, le premier blog qui veut rassembler une communauté d'expatriés investisseurs. Aujourd'hui, on est de retour à Bali encore une fois, où cette fois je vais vraiment entrer dans les détails de l'acquisition de biens immobiliers à Bali. Je vous donne tous les détails, j'ai parlé avec des agents immobiliers, avec des locaux. Cette fois, on va parler de choses sérieuses. Allez, à tout de suite. Un cours de surf, vous voyez la personne sur la plage. Il y a vraiment pas mal d'expatriés qui... il s'est fendu, il s'est cassé la gueule. Il y a vraiment pas mal d'expatriés qui arrivent à Bali juste pour voilà, vivre un moment de leur passion. Ils ont tous des business ici. Il n'y a personne qui travaille vraiment pour une entreprise en soi. Tout le monde fait du business à Bali. Nous revoici, alors j'en profite pour faire une petite vidéo avant d'aller prendre un petit déjeuner avec des amis dans un superbe hôtel qui s'appelle Indigo. Je vous laisserai l'adresse en bas, il est vraiment bien quoi, il est vraiment bien. Alors moi ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment de l'achat à Bali. Alors il y a deux endroits qui sont visés par les agents immobiliers pour leur rentabilité. Et je vous conseille de faire exactement comme eux si vous voulez vraiment chercher de la rentabilité à distance, surtout si vous habitez en France ou dans un autre pays, que vous êtes expatrié. Donc le premier endroit s'appelle le Sémignac. C'est un tourisme qui est assez classe, on va dire, parce qu'il rassemble, il y a deux gros je vais pas dire nightclub, en fait il y a deux gros bars qui s'appellent le Potato Head et il y en a un autre qui s'appelle le Coup d'État. Qui attire vraiment beaucoup de monde et vraiment beaucoup de touristes. Il y a toute une panoplie de restaurants et de massages et vous avez absolument tout à disponibilité, donc ça génère beaucoup de flux de touristes qui vont là-bas. Donc c'est un tourisme qui est principalement pour le court terme. Donc si vous voulez investir là-bas, peu importe dans quoi vous investissez, eh bien vous allez être probablement rentable. L'inconvénient bien sûr quand on investit à Sémignac, eh bien c'est que c'est assez cher. Donc voilà. Le deuxième endroit, ça s'appelle Canggu. Alors ça vise une communauté d'expatriés un peu plus stable. Ce sont des gens qui restent un peu plus longtemps. Ce sont des gens où vous allez un peu, voilà, c'est une communauté un peu surfeur ou bien il y a aussi pas mal d'écoles là-bas. Donc voilà, ça rassemble vraiment un type de, c'est pas des touristes encore, mais si vous voulez faire de la location, vous voulez investir là-bas, c'est vraiment des gens qui veulent investir qui veulent rester sur le long terme. Ce que j'appelle long terme, c'est plutôt moyen terme, c'est entre 3 et 5 ans. Et voilà, et qui veulent avoir un cadre de vie assez sympa, avec du tourisme, avec tout à disponibilité, mais sans trop être bombardé par tout ce que le tourisme amène. Donc c'est un endroit un peu plus calme. Donc voilà, c'est le deuxième endroit, c'est Canggu. Donc si vous voulez investir à Bali, il faut absolument que vous alliez dans ces deux endroits-là. La deuxième chose, c'est que si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais investi à Bali, il faut savoir qu'il y a deux types de contrats pour que vous soyez propriétaire. Le premier, ça c'est un leasing, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le freehold. Donc je ne sais pas trop comment on dit ça en français, mais en gros, c'est un contrat qui vous donne accès, voilà, à la propriété. Ça vous appartient à la terre. Alors, le leasing, qu'est-ce que c'est? Le leasing, qu'est-ce que ça? C'est en gros, c'est que les expatriés n'ont pas le droit de posséder la terre indonésienne. Donc, vous faites un contrat avec un Indonésien qui vous donne le droit de lui louer sa terre pendant une certaine durée. Généralement, ce sont des contrats qui vont au maximum jusqu'à 25 ans, mais qui sont renouvelables. Enfin, c'est tout à fait possible de le faire. Ça se fait dans la pratique courante, qui sont renouvelables encore 25 ans. Donc, dans ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on peut aller jusqu'à 50 ans de leasing. Le deuxième contrat, c'est le freehold, mais dans ces cas-là, il va vous falloir vraiment être marié. Il n'y a que les Indonésiens qui peuvent l'avoir. Il va vous falloir être marié à une Indonésienne parce que ça veut dire que vous avez le droit de posséder la terre. Vous ne faites pas de leasing. Vous possédez vraiment la terre. C'est beaucoup plus cher à l'achat, mais par contre, ça vous appartient complètement. Donc il y a ces deux types-là. Ce qui est principalement conseillé aux expatriés en général, c'est vraiment de faire du leasing, parce que le contrat de leasing est vraiment très carré et vraiment très sécurisé. Donc vous n'avez vraiment rien à craindre. Et d'autant plus que voilà, quand on regarde la rentabilité qu'il y a à Bali, donc j'ai parlé à pas mal de personnes et tout le monde revient avec le même chiffre à chaque fois. Combien vous gagnez? Vous gagnez à peu près 10% de rentabilité nette. Enfin, ça va entre 9 et 10% de rentabilité nette par année pour des logements que vous allez pouvoir louer. Donc bien sûr, il y a des critères à respecter. Il ne faut pas que vous soyez totalement
loin de tout, mais si vous êtes placé dans les deux endroits dont on a mentionné au début, c'est Minyak, Canggu, que vous avez une maison de 2, 3, 4 chambres, vous allez avoir aucune difficulté à rencontrer après taxes, après déduction des freins de maintenance, une rentabilité de 10% net. Donc c'est comme ça que les expatriés qui investissent à Bali, en fait, ils fonctionnent. C'est qu'ils font des leasings de contrats sur 25 ans, de 50 ans. Vous inquiétez pas pour la suite, ils rentabilisent leurs biens au bout de 10 ans en moyenne. Comment ça se passe maintenant au niveau des taxes? Alors vous avez une taxe de 10% sur les revenus générés qu'il faut donner au gouvernement indonésien. Et au niveau des frais de maintenance, maintenant ça va vous coûter 150 € par mois. Donc cela inclut le maintien de la piscine, cela inclut la femme de ménage, cela inclut la sécurité, voilà, tous les ordures, etc. Et c'est ce que vous allez avoir par mois. Si vous achetez un bien à peu près à 160 000 €, parce que c'est le minimum. C'est le minimum qu'il faut investir pour pouvoir acheter un bien à Bali qui soit convenable, qui fasse ce genre de rentabilité, et aussi dans les deux endroits dont je vous ai parlé au début. Et bien, si vous achetez un bien comme ça, ça va vous générer à peu près 20 000 € par année. Je vais aussi faire une vidéo avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux, un expert du marché immobilier. Donc hier j'ai eu des problèmes techniques, je n'ai pas pu le faire cette vidéo, mais c'est tant mieux. Ça m'a permis d'avoir un premier contact avec lui. Mais voilà, vous avez déjà pas mal de chiffres à comment investir à Bali. Donc maintenant, il y a eu d'autres questions qui m'ont été posées, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites un leasing par exemple de 25 ans et que vous arrivez à terme de ce leasing, et qu'est-ce qui se passe au niveau de la propriété? Après les 25 ans, si vous n'avez pas un contrat renouvelable, vous êtes obligé de rendre la terre à l'Indonésien. Donc même si vous avez construit sur cette terre, eh bien la deuxième peut vous dire non, il n'a pas envie de renouveler son contrat. Dans ces cas-là, vous allez lui rendre son terrain et sa maison. Généralement, il y a toujours des moyens de s'arranger. Vous pouvez aussi détruire la maison si vous ne voulez pas qu'il profite de la maison. Bon, ce sera un peu bête. La pratique courante, c'est vraiment de négocier votre contrat de renouvellement au moment où vous faites l'achat de votre bien. Donc, vous allez avoir deux contrats. Un contrat de leasing pour la durée que vous allez négocier avec l'Indonésien et un autre contrat déjà prêt que lorsque le premier contrat sera terminé, eh bien vous pouvez enchaîner sur un renouvellement. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Donc si vous avez de l'argent, parce que j'ai une question de savoir comment on fait aussi pour payer les biens immobiliers en tant qu'expatrié, en tant qu'étranger. Et puis si vous êtes en France, voilà comment vous faites pour envoyer les fonds. Eh bien c'est assez simple en fait. Alors si vous êtes expatrié ou bien si vous êtes en France et que vous avez déjà l'argent sur place sur votre compte, ce que vous allez devoir faire, c'est envoyer cet argent en Indonésie par l'intermédiaire d'un notaire. C'est très bien fait, il n'y a aucun souci. J'ai aussi entendu qu'il y a une autre façon de le faire, c'est en passant par Singapour. Bon, je ne m'y connais pas trop sur ce sujet. Je vais vous apporter un expert de l'immobilier très bientôt sur cette chaîne qui va vous en parler avec plus de détails. Mais globalement, voilà, vous envoyez l'argent, c'est très bien fait, ça se fait par les notaires, il n'y a aucun souci. Ça, c'est si vous avez déjà le cash. Si maintenant vous n'avez pas le cash et vous savez comment lever les fonds. Si vous êtes en Indonésie et que vous êtes déjà résident et que vous êtes déjà marié, eh bien c'est assez simple en fait. Vous allez devoir passer par une banque classique indonésienne pour lever les fonds. Il va vous falloir mettre à peu près 30, ça dépend du nombre de biens que vous avez, mais à peu près en minimum 30% de fonds sur la table, et les 70% peuvent être prêtés par la banque locale. Si vous êtes étranger, vous ne pouvez pas passer et vous n'avez pas de femme indonésienne, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire un prêt à la consommation dans le pays dans lequel vous êtes. Comme j'ai un ami qui veut faire en ce moment, il fait un prêt à la consommation, il envoie les fonds en Indonésie et il fait l'acquisition de son bien. Retour à la maison, j'en profite pour répondre à une dernière question qui m'avait été posée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez juste en bas dans les commentaires, de me laisser un pouce. La question c'était, est-ce que en étant étranger, voilà, on encourt des risques à investir à Bali? Et la réponse est assez simple. Non, vous n'encourez pas de risque. Je ne peux pas vous en assurer, je ne peux pas l'assurer à 100%. Mais les contrats à Bali sont très bien ficelés, et pour une simple raison, c'est que Bali c'est une île très internationale, donc ils ont besoin de tous ces investissements de ces étrangers, et cela n'inspire pas la confiance
quand voilà, les contrats sont mal faits. Donc si vous avez un contrat de 25 ans ou que sais-je à Bali, eh bien il sera respecté jusqu'à maintenant. Donc bien sûr il peut y avoir d'autres erreurs, mais pas au niveau du contrat s'il est bien fait avec des notaires qui sont expérimentés avec l'expatriation, pas si vous êtes bien entouré d'agents immobiliers, de personnes qui connaissent le terrain. Donc n'ayez rien à craindre là-dessus. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un pouce comme ça si vous l'avez aimé. Laissez-moi vos commentaires en bas si vous avez des questions par rapport à Bali. Et n'oubliez pas de vous abonner et de télécharger le guide sur investir-expat.com. Voilà où je donne les banques qui accompagnent les expatriés. Vous n'avez pas à chercher, ça m'a pris 8 mois à trouver. Prenez-le, téléchargez-le, ne perdez pas votre temps là-dessus et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera encore consacrée à l'investissement à Bali. Je vous dis à la prochaine. Ciao!